On va essayer de vous raconter ce que ça veut dire de faire de la cybersécurité sur un réseau social à grande échelle, très fort trafic. On en est à 100 millions d'utilisateurs. Parce qu'à cette échelle, la cyber, c'est pas franchement ce à quoi on pense. Les menaces viennent pas uniquement d'attaques frontales ou d'exploits sophistiqués. Elles viennent de plus en plus de détournements d'usage. C'est l'industrialisation de nos fonctionnalités qui pourtant marchent parfaitement, qui viennent à se retourner contre nous. Et avec la diffusion massive des IA et des outils qui vont autour, c'est un glissement qui est en train de s'accélérer. Ça devient plus facile que jamais de reproduire des attaques et d'amplifier des comportements humains qu'on va transformer des usages légitimes en risques réels. Donc aujourd'hui, on va parler d'un mélange un peu particulier, un mélange de cybersécurité, de comportement et d'investigation, et de ce que ça change pour une boîte quand l'attaquant, c'est plus forcément un expert, mais parfois juste quelqu'un qui a compris comment le système fonctionne. Le réseau dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Yubo. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes trop vieux pour vous en servir. C'est un réseau social qui vise la Gen Z. C'est une nouvelle expérience sociale. Nous, on ne va pas avoir des followers, des likes et un profil avec une grosse pression. On va plutôt se baser sur les interactions temps réel et sur la spontanéité. Et en plus de ça, on est à l'opposé des réseaux américains, puisque contrairement à eux, nous, on fait énormément de modération pour que les gens puissent avoir un climat de confiance, se fassent pas harceler, soient pas incités à la haine ou des choses comme ça. Ça, on le fait avec énormément de machine learning et d'IA, nous aussi. Mais derrière, on a quand même des modérateurs humains qui vont arbitrer les décisions de l'IA pour faire une feedback loop et entraîner nos algos. Je vous ai dit, on en est à 100 millions d'utilisateurs inscrits, des millions d'actifs mensuels. On est dispo partout à travers le monde. On a plus de 50% de notre trafic qui vient des États-Unis. C'est une société française qui paye ses impôts en France, qui a été fondée en 2016. Merci. Qui a été fondée en 2016 par 3 étudiants. Et je crois que je vous ai tout dit pour vous présenter ça. Donc, comme on est tous vieux et qu'on ne connaît pas, est-ce que voilà, ça marche? Ça ressemble à peu près à ça. Appli de réseau social assez classique avec du swipe, des lives, du chat, etc. Je me présente, moi je suis Michael Robert, je suis Head of Platform Engineering chez Yubo, donc je gère toute l'infrastructure, aussi maintenant le machine learning et toute la partie back-end plateforme. Et avec moi, j'ai Johan. Donc Johan Boyer qui est notre tech lead DevSecOps, c'est notre expert sécu version gentil. Et on ne pouvait pas l'oublier parce qu'il nous a beaucoup aidé à présenter, mais on a Benjamin Chouraki qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui nous a aidé à préparer cette présentation, qui est notre lead QA et qui est aussi un expert de l'OSINT. Si vous voulez en savoir plus sur Yubo, on a un blog avec des articles où on explique un peu ce qu'on fait, comment on le fait. Il y a aussi des vidéos de précédentes conférences qu'on a fait. Je vous invite à aller soit sur le lien que vous pouvez retrouver par ce QR code. Et c'est parti. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi la cybersécurité a changé de visage. Quand je vous parle de hackers sur des réseaux sociaux ou sur Internet, l'image que vous allez tout de suite avoir en tête, c'est celle-là. C'est un gars avec un sweat à capuche qui utilise le dark web, qui fait des trucs dans son terminal avec un VPN, qui travaille sous Kali Linux et qui utilise tout un tas d'exploits. La réalité aujourd'hui, elle est tout autre. Le hacker aujourd'hui, celui qui nous casse le plus les pieds au quotidien, c'est lui. C'est un ado qui apprend plein de trucs sur YouTube et TikTok et qui reproduit ce qu'il apprend avec des intelligences artificielles, donc ChatGPT, Claude Code et il y en a plein d'autres. Et en fait, lui, son objectif, c'est pas de rentrer dans les systèmes pour vous mettre un ransomware ou ce genre de choses. Lui, son objectif, c'est de détourner l'usage. Et en fait, détourner l'usage, ça amène à quoi? Ça amène à un glissement, parce qu'en fait, ils vont exploiter des petites vulnérabilités quand ne sont pas toujours, pour pouvoir avoir des usages type social engineering qui vont emmener à des pratiques qu'on va vous expliquer, mais je pense que vous les connaissez, sextorsion, doxing, extrémisme, terrorisme, prédation, scam et grooming. Donc c'est des gros mots pour parler de essayer de vous hacker vous, et pas essayer d'hacker l'entreprise. On va vous hacker vous à travers l'entreprise. Alors en plus de ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, il y a des nouveaux acteurs hybrides qui sont rentrés dans l'écosystème, c'est les agents IA. Aujourd'hui, les agents IA, c'est la petite merveille parce que c'est une armée d'employés virtuels qui font plein de trucs à votre place, c'est génial et j'en suis le premier fan. Ça marche très très bien. Ça peut faire de la data analyse, ça peut gérer votre agenda, ça peut générer du code, ça peut faire tout un tas de sommarisation de data, ça peut gérer vos mails pour vous. Bref, ça commence à remplacer pas mal de choses et nous faire gagner beaucoup de temps. Sauf que dans les faits, ces agents IA que vous faites tourner sur votre ordi, ils ont accès à votre disque, ils ont accès à vos process, ils sont connectés à des modèles à distance et en plus de ça, ils sont capables de générer et d'exécuter du code en local.
Et puis, ils ont des accès réseau dans tous les sens. Dans mon jargon à moi, on appelle ça un trojan. Sauf que celui-là, il est légitime et on est content de l'utiliser. Maintenant, si vous réfléchissez un petit peu à tout ça. Avant, alors vous ne savez peut-être pas ce qu'est un script qui dit, mais globalement, c'était des scripts qui étaient vendus sur le dark web ou des forums un peu sombres, qui étaient faits par des vrais hackers. Et puis, on a toujours eu des gamins qui achetaient ces scripts et puis qui l'exécutaient, soit pour hacker des jeux, soit pour hacker des trucs autres. Aujourd'hui, en fait, avec les agents IA, n'importe qui, vous pouvez le faire, vos enfants peuvent le faire. Ils peuvent générer des exploits à la demande avec une IA et un tout petit peu de connaissances. Il suffit d'être capable de savoir un peu prompter, on y arrive. Sauf que, nous, en interne, on utilise, nous et vous, probablement, on utilise des agents IA qui sont vulnérables à la prompt injection. Et en fait, maintenant, c'est par là qu'on nous attaque. Vous prenez des jeunes qui sont un peu formés, qui sont nés avec un ordinateur et un téléphone dans les mains, qui ont accès à des IA qui sont capables de comprendre comment générer du code et d'exploiter des choses, vous leur donnez tout ça, l'amplification est folle en fait. Parce que nous, dans notre génération, on a grandi, il fallait qu'on lise des bouquins et qu'on réfléchisse un petit peu pour hacker un système. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et alors en plus de ça, Yubo, vous avez compris, on a une application mobile. Quand on travaille dans le web, aujourd'hui, il y a des méthodes de bot detection qui sont très très fortes et ça marche très très bien. Si vous avez un peu d'argent, vous payez une société qui vous vend un outil pour le faire et ça marche. Sur mobile, c'est beaucoup plus difficile parce que vous allez le découvrir pendant la présentation, mais on s'est aperçu avec le temps que les gens manipulaient le mobile. Donc nous, on voit notre application à nous qui nous attaque. Et ça, c'est embêtant parce que c'est très difficile à détecter. Sur le web, on va plutôt se baser sur des signaux techniques. Et là, on en vient sur les applications mobiles à plutôt chercher des signaux de comportement. Et on ne peut pas se dire on va mettre quelque chose dans le mobile. On ne peut pas lui faire confiance à l'application. On ne peut pas faire confiance à notre propre application. Bref, je vais laisser Johan vous expliquer pourquoi on arrive à la fin du mythe White, Grey and Black Hat. Merci Mickaël, vous m'entendez bien? Top. On se rend compte que petit à petit, la menace, elle ne devient plus un rôle, mais ça devient une capacité que chacun a. Et historiquement, on a toujours essayé de ranger dans des cases les profils des attaquants. Historiquement, on avait 3 grandes cases, les Black Hats, qui sont les personnes qui veulent vous nuire en gagnant de l'argent. On avait les Grey Hats, qui sont des personnes qui ne veulent pas forcément vous nuire, mais s'ils peuvent gagner un peu d'argent sur votre dos, ils seront là. Et on a les White Hats, qui sont les personnes qui vont vous aider à protéger votre compagnie face rémunération souvent, mais pas que. On avait un danger qui était identifiable avec des ennemis qui étaient très clairs. Sauf que sur une plateforme à 5 millions d'utilisateurs, on se rend compte que petit à petit, on a un glissement et ce modèle, il ne marche plus vraiment. Parce que la plupart de nos attaques ne viennent pas en fait des experts techniques, ça va plutôt venir majoritairement de nos utilisateurs qui peuvent parfois être malveillants. Et une part, on verra des employés qui, ce n'est pas forcément de la malveillance, mais c'est plutôt une négligence sur la cybersécurité qui peut mettre à plat toute votre résilience cyber. Pourtant, à Yubo, on a un modèle sécurité technique qui est très rassurant, dans le sens où on est vraiment à l'état de l'art sur tous les aspects de sécurité qu'on a mis en place. On va faire de l'analyse de code, on va scanner les librairies, on va scanner les secrets, on a un SIEM qui va détecter les intrusions sur nos systèmes internes. On va scanner toute notre infrastructure cloud avec du dynamique, du statique, des agents qui vont écouter les logs. Enfin, on a vraiment une couverture qui est complète. Pourtant, dans ce cadre, est-ce que c'est suffisant? Et souvent, non. Si on prend la partie émergée de l'iceberg, on se rend compte que nos menaces visibles, c'est les failles de sécurité qu'on peut retrouver sur différents systèmes. On arrive à les scanner, on arrive à les patcher plus ou moins à temps, on ne dit pas qu'on est infaillible, mais même sur des zero day, on travaille avec de la threat intelligence, on arrive à détecter des choses quand même très rapidement. Mais quand on passe sur la partie immergée de l'iceberg, qui sont les menaces utilisateurs, aujourd'hui par exemple, qui peuvent être mal intentionnées, qui veulent essayer de détourner l'usage de votre application pour faire un usage détourné, comme on verra plus tard sur un champ lexical très certain dans un réseau social. On a les menaces employées qui peuvent être négligentes. Et en fait, ces deux menaces sont fortement amplifiées aujourd'hui par tout ce qui est IA. D'une part sur les employés, parce qu'ils vont utiliser des engins IA qui créent des nouveaux problématiques de sécurité dans notre système d'information. Et d'autre part pour les utilisateurs, parce qu'ils ont accès à des outils qu'ils n'avaient pas avant, qui leur donnent des capacités qu'ils ne doivent pas avoir sur de la technique. Et en fait, à notre échelle, on arrive sur un modèle où l'attaquant le plus dangereux en général, ce n'est pas l'expert technique, c'est vraiment une personne qui est noyée dans la masse, un utilisateur ordinaire, qui va juste détourner une feature qui est complètement fonctionnelle, mais sur un usage détourné. Et ces usages détournés, souvent, Mickaël en a parlé rapidement, mais on était sur, par exemple, de la sextorsion.
Cette extorsion, c'est du chantage avec des vidéos, des images intimes d'une personne vis-à-vis de gagner de l'argent ou de la manipuler. On a le doxing qui va être le fait de rechercher de l'information sur une personne et de diffuser de l'information. On a les scams qui visent à arnaquer des utilisateurs pour soutirer de l'argent. Le violent extrémisme, c'est plutôt quelque chose où on va avoir des coordinations de groupes ou des recrutements à des fins idéologiques sur des mouvements violents. On va avoir le grooming, qui sont des gens qui vont chercher à manipuler des personnes vulnérables dans un but de contrôle. Et on va voir qu'en fait, la plupart des attaques qu'on subit aujourd'hui ont une finalité sur ce champ lexical. Et je vais rendre la main à Mickaël pour vous raconter quelques histoires réelles. On va essayer de vous raconter quelques histoires qu'on a vécues, donc c'est du concret. Évidemment, je ne peux pas vous donner tous les détails parce qu'il y a des trucs qui sont confidentiels là-dedans. Mais l'idée, c'est de vous montrer sur des histoires vécues comment on peut détourner une application qui fonctionne bien pour attaquer nos utilisateurs ou notre entreprise. Alors, sur une appli comme Yubo, l'usage classique, c'est je crée un compte, je valide mon identité, parce que c'est un truc qu'on fait pour être sûr des gens qu'on a. Derrière, on swipe pour s'ajouter des amis. Et puis on commence à discuter, et puis une fois qu'on discute, on peut s'envoyer des liens. Bon, là, c'est facile, on peut imaginer qu'on envoie un lien pourri, c'est du scam. Ça, notre modération le détecte, globalement. Sauf que, on s'est aperçu avec le temps que l'app, elle n'était pas toujours exécutée par un humain. Je vous ai mis un peu les pieds dedans tout à l'heure. Mais qu'il y avait des gens qui avaient réussi, avec des émulateurs, à automatiser cet usage normal. Et en fait, ils se mettent carrément des fois à automatiser des gestes utilisateurs, parce qu'on a essayé de détecter aussi ça. Là où on a un signal faible qui va ressortir, c'est que c'est des rythmes et des répétitions qui ne sont pas humaines. Ça va beaucoup trop vite et ce n'est pas normal. Et là, on arrive sur une industrialisation du comportement. Puisque d'un côté, alors si le mec fait tourner un seul émulateur, ça va, on a un seul utilisateur malveillant. Maintenant, s'il réussit à automatiser ça, à mettre des scripts, à le faire tourner en boucle et à se créer une ferme de bots, donc de faux utilisateurs complètement toxiques sur Yugo, ça a un impact inimaginable sur les utilisateurs. Donc les signaux faibles, je vous l'ai dit, c'est la fréquence. C'est quelqu'un qui se met à avoir 1,5 million d'amis, c'est un peu bizarre. Mais de l'autre côté, il y a certains utilisateurs qui sont un peu naïfs et qui disent « Ah, celui-là, il a beaucoup d'amis, donc je peux lui faire confiance ». Il y a une phase qui est un peu silencieuse, le temps que tout ça grossisse. Il y a un impact aussi qui est technique. Nous, on n'a pas toujours prévu nos fonctionnalités pour des gens qui ont 10 millions d'amis. Et donc, quand quelqu'un fait un truc à tous mes amis et qu'il en a 10 millions, ça peut faire très mal. On a beau avoir une grosse infrastructure qui scale, ça pique. Et il y a un impact qui est collectif parce que cette personne peut d'un coup atteindre beaucoup de gens. Et par effet de rebond et de graphe, bah, en fait, c'est encore plus gros que ce qu'on peut penser. Donc, en résumé, le détournement de l'usage, c'est je prends l'usage normal. Le système fonctionne bien, il est sécure, Johan vous l'a montré. Alors, il est sécure, personne n'est sécure à 100%, mais on fait de notre mieux. Et en répétant, en scalant et en automatisant tout ça, bah, on se met à être capable de placer tous les usages qu'on vient de vous raconter dans un truc qui est fonctionnel. Premier exemple, un système où on s'est fait avoir avec des abonnements gratuits. Donc Yubo, c'est un freemium. Par défaut, tout est gratuit et vous pouvez accéder à des fonctionnalités avancées en payant un petit peu. 2, 3 euros, des fois 10. Et bah, comme tous les flux de paiement et les pipelines de paiement, c'est un truc qui est assez atomique, avec un ordre, une séquence. Donc on gère pour l'utilisateur tout ce qui est paiement à travers le store, etc. Mais les événements doivent être effectués dans un certain ordre, pardon, c'est transactionnel, et donc bah, on s'attend à ce que tout fonctionne bien. Sauf qu'à un moment, on s'est aperçu qu'il y avait un des abonnements qui permet d'avoir... On a une monnaie interne, pour faire très simple, et il y avait des utilisateurs qui montaient très vite sur cette monnaie. Et de l'autre côté, on ne retrouvait pas forcément les paiements. Un peu bizarre. On a fouillé et on s'est aperçu que des gens avaient réussi à exploiter ce qu'on appelle une race condition. Donc elle était un peu vicieuse, celle-là. Suffisait pas de paralyser les appels, hein. C'était bien plus compliqué que ça. Mais ce qui se passe, c'est que une fois que c'est compris, ça devient facile à exploiter. Et en fait, on a une personne qui a trouvé ce bug, cette race condition, et qui s'est permis de donner les moyens de déclencher plein d'actions concurrentes pour le faire. Et tout ça, en fait, on a fini par tracer tout le truc avec nos investigations. C'était avec des outils super simples. Il n'y avait pas d'exploit avancé qui était requis, il suffisait juste d'être un peu malin. Et comme le système ne vérifiait pas tout et qu'il faisait confiance, ça glissait. Et en fait, on s'est aperçu que ça tournait depuis plusieurs semaines. Et quand on a fouillé, on n'est pas tombé sur le hacker à capuche, on est tombé sur lui. On est tombé sur un ado qui avait compris le truc, qui avait
entre gros guillemets, hacker le truc, mais en fait, il faisait des appels d'API. C'est pas un hack, des appels d'API. Et alors, le pire pour nous, c'est que ce jeune homme s'était mis à raconter tout ça sur TikTok. Et là, nous, on n'était pas très fiers. Et Johan va vous raconter un autre cas avec la compromission de compte interne. Merci. Un troisième cas qu'on peut vous raconter. Alors, j'étais pas là au moment où ce cas s'est passé. C'est Ben qui nous l'a raconté, qu'on a présenté en début de présentation, notre expert aux int. Mais on a eu une attaque aux int il y a quelques années sur Yubo, où les attaquants ont passé une phase de doxing à essayer de chercher des informations personnelles et professionnelles sur les employés Yubo. Ils ont passé un moment à chercher des informations et ils ont fini par corréler des identités publiques, des identités personnelles avec les identités professionnelles. Jusqu'à là, tout va bien. Problématique, c'est que dans les informations personnelles publiques que les attaquants ont trouvées, c'est qu'il y avait un leak de données. Un leak de données qui contenait des mots de passe, en clair, bien évidemment. Et là où le problématique s'est révélé encore plus grave, c'est que ce mot de passe en clair était aussi réutilisé sur les comptes professionnels de l'application Yubo. L'attaquant a donc pu se loguer sur l'application Yubo en tant qu'employé. Et la problématique qui se passe à ce niveau-là, c'est que nos accès employés ont quelques accès avancés supplémentaires que les gens n'ont pas. Notamment des accès pour de la modération, des accès à de la data un peu supplémentaires, qui donnent en fait à quelqu'un qui se loguerait avec nos comptes une exposition globale à nos utilisateurs et derrière un risque pour nos utilisateurs et un risque réputationnel pour la boîte. La personne a réussi à s'authentifier parce qu'à ce moment-là, on avait une authentification qui était faible, on n'avait pas de MFA sur l'application, bien qu'on ait une robustesse sur le mot de passe qui était bonne, elle respectait les standards de sécurité. Le seul problématique, c'est qu'il était réutilisé et qu'il avait fuité ailleurs. Donc on voit bien qu'une simple petite négligence employée ici peut mettre à plat toute votre résilience cyber. Ensuite, c'est une réutilisation de password. On a beau dire aux employés, attention, faites attention, ne réutilisez pas. Une simple réutilisation peut mettre à plat toute votre stratégie cyber. Bon, depuis, on a mis du MFA en place. Depuis, on a beaucoup plus de surveillance sur les logging employés, sur ce qu'ils font, des audit logs, etc. Donc, on détecte ces attaques. À l'époque, Ben avait réussi à le détecter assez rapidement, ce qui nous avait permis de ne pas avoir de leak de données. Mais ça aurait pu être pire que ça. Un dernier cas qui nous est arrivé récemment, qui est un vecteur assez original aujourd'hui, c'était un vecteur par le recrutement. Alors à Yubo, on recrute des profils techniques qui sont assez pointus parce qu'on a des problèmes de scalabilité, on a énormément de données, on a plus de 5 millions de messages qui passent par jour sur notre infra, on a énormément de volumétrie sur du live. C'est pas facile de tomber sur un profil parfait qui a toutes les expériences et qui sait toutes nos technologies. Pour autant, ce jour-là, on tombe sur le CV parfait. Le recruteur avance avec son process de recrutement, il pense tenir le profil idéal, vraiment, on tient une perle. Sauf que cette semaine-là, il reçoit un profil une fois comme ça, 2 fois comme ça, 3 fois comme ça, sur des postes différents. Et là, ça commence à faire tilt en mode, c'est pas usuel, ça relève un peu du miracle. Et comme on a une forte culture cyber, et le recruteur vient vers nous en nous demandant de faire une petite analyse sur ces CV avant d'aller plus loin. Et on se rend compte que déjà, il y a des petits emails. Les emails sont étranges. Les CV sont un peu suspects dans le sens où les CV sont identiques dans la forme, alors qu'on est sur des postes différents. Ils ont les mêmes origines. Ils ont répondu exactement la même chose, les candidats, aux questions ouvertes. Au-delà de ça, la chronologie des expériences et des études qu'ils ont fait sont les mêmes, alors qu'ils ne sont pas censés se connaître. En creusant un peu plus, en passant les détails, on se rend compte que les comptes utilisés viennent d'être créés, qui n'ont pas de numéro de téléphone associé. Enfin, tout ça est très louche. Et on décide, on a un peu cette image de « on vous voit ». On décide de mettre fin au recrutement parce qu'on n'a pas le temps de creuser plus pour savoir ce qu'ils veulent. Donc on leur envoie un mail en disant qu'on les a vus et que ça ne sert à rien de continuer. Et dans l'heure, les comptes ont disparu. Et on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire. La problématique ici, c'est qu'on a fait exactement ce qu'on essaie de ne pas faire, c'est-à-dire qu'on a bloqué le signal avant de savoir ce qu'ils voulaient venir vraiment chercher. Donc en fait, on a perdu de l'information. On ne sait pas comment se défendre prochainement de cette attaque parce qu'on les a bloqués pour nous trop tôt. Et c'est exactement ce qu'on essaie de ne pas faire en temps normal. Si on reprend le point commun un peu entre toutes nos histoires, c'est que d'un côté, on a des accès légitimes qui sont des usages normaux de l'application, et d'autre part, on a des techniques d'amplification, que ce soit d'automatisation, du bot, de l'IA. Et souvent, le regroupement entre ces deux mondes, c'est quelque chose de malicieux.
Et le réflexe naturel, là, ça va être de venir le bloquer dès qu'on l'a détecté. On détecte la menace, on bloque pour prévenir les dommages, et ensuite on cherche, dans le laps de temps, un patch pour fixer la vulnérabilité. Mais souvent, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, surtout sur les attaques de type fonctionnel, parce que bloquer trop tôt, on va rater le patch. On va souvent patcher l'effet, on va corriger l'effet qu'il y a eu, peu importe l'effet, mais on ne va pas corriger la cause. Donc l'effet va pouvoir revenir. Un exemple concret, c'était le cas de faux positif qu'on a eu assez récemment, où on avait une grosse campagne de scam, vraiment énorme sur la plateforme. Et on avait un vecteur qui était assez commun entre toutes ces attaques, c'était que tous les téléphones étaient routés. Les téléphones qui nous attaquaient étaient routés. Donc on avait pris un signal, on s'était dit, on va bloquer les téléphones routés. On risque d'avoir un peu de faux positifs d'après nos analyses, parce qu'il y avait des téléphones routés qui avaient du trafic légitime, mais sur la base d'user, on s'est dit que c'était pas grave, on pouvait se le permettre. On a mis ça en place, le premier jour ça marche bien, on a quelques cas support de gens qui disent qu'ils ne peuvent plus accéder à l'application, on explique le pourquoi du comment. Deuxième jour ça se passe, le troisième jour on a eu une grosse problématique, une release iOS, qui a complètement mis à plat notre système de détection de route. Et au-delà de l'avoir mis à plat, c'est qu'au lieu de dire que les téléphones n'étaient pas routés, tous les téléphones qui faisaient la mise à jour étaient considérés comme routés. Donc là, un petit peu scénario catastrophe, on a dû couper très rapidement le système parce qu'on avait de la friction utilisateur, on était en train de bannir tous les gens qui faisaient la mise à jour. Et en fait, on est tombé dans le piège de signal unique. Ce piège, on le connaît déjà, on le connaît à travers les adresses IP. Bloquer une IP, ça permet de prévenir des dégâts, mais ce n'est pas une solution à terme parce que la personne va revenir avec un VPN, avec un proxy, peu importe. Bloquer un compte utilisateur, ça ne marche pas non plus. La personne va juste créer un compte et 20 secondes plus tard, il est de nouveau là. Et ce qu'on a essayé de construire, en fait, c'est une identité numérique qui va un peu croiser toutes ces données à travers des identités géographiques, des identités réseau, des identités de device. Donc le route peut en faire partie. Et en croisant ces données, même si une des parties sur le système change, on arrive à la rattacher à l'identité de la personne et donc à faire des bans qui sont plus sereins, disons, plus puissants. Mais pour autant, bannir avant d'avoir trouvé la cause, ce n'est pas la solution. Donc on a une solution pour pouvoir bannir de manière efficiente, mais maintenant on a besoin d'avoir une méthode pour comprendre le mécanisme avant de bannir pour corriger la cause et pas l'effet. Et si on reprend notre exemple de monnaie gratuite que Michael a discuté, qui sont chez nous les U-Bucks, on avait identifié des pics anormaux, donc de la monnaie générée de manière non commune. On l'a observé pendant plusieurs jours, ce comportement, parce que corriger une race condition, ce n'est pas toujours évident, surtout dans des systèmes, des gros systèmes. On a dû prendre le temps de comprendre le mécanisme et comment l'attaquant arrivait à détourner cet usage. Mais on a pris notre temps. On a perdu un peu d'argent sur ce laps de temps, mais on l'a assumé. On a trouvé la correction de la faille, on l'a poussé en production, on s'est assuré d'un patch device, et au même moment, on a banni l'utilisateur, de manière avec son identité numérique. Et à ce moment-là, quand il ne pouvait plus faire son business, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à justement diffuser sur TikTok à tout le monde comment faire cette race condition et avoir de la monnaie gratuite. Donc, on voit bien l'importance de trouver une correction durable et pas d'avoir banni simplement l'utilisateur directement parce qu'on se serait retrouvé d'un utilisateur qui abuse du système à potentiellement des milliers. Le vrai défaut de ce système, c'est que ça nous prend du temps. C'est long à faire, cette analyse, ça prend des ressources. Et on est dans un monde où, on le voit bien, on a de plus en plus de menaces qui arrivent sur le système. On a des choix difficiles à faire parce qu'on ne peut pas se défendre de tout, il faut qu'on priorise. On a des ressources qui sont limitées à Yubo, on n'est pas un Google ou un Amazon avec des équipes de sécurité qui scalent à l'infini. L'équipe sécurité, vous l'avez en face de vous, c'est 2 personnes, dont Michael qui n'est même pas en plein temps sur le sujet. Donc, et face à ça, on se fait face à des utilisateurs qui sont de plus en plus mal intentionnés, qui sont outillés avec des outils techniques qui n'ont pas de compétences de base dessus, mais qui les rendent complètement opérationnels. On commence à avoir des attaques qui sont pilotées par l'IA. Notre bug bounty, je parle de plus en plus souvent avec une IA au bout. C'est des IA qui nous attaquent, qui trouvent des failles, ou pas d'ailleurs, c'est souvent du bruit. Mais ça arrive qu'ils trouvent des choses intéressantes. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'IA qui vous attaquent de manière obscure, pas par les canaux officiels du bug bounty. Et donc on a dû trouver un système de framework pour essayer de prioriser tous ces risques et trouver sur quoi travailler, qu'est-ce qui est le plus important. Et on a travaillé sur un framework qu'on appelle à base de combinaisons toxiques.
un framework à base de combinaisons toxiques, on part de risques. Les risques élevés ne sont pas forcément les risques sur lesquels on doit travailler en premier, dans le sens où ce n'est pas forcément le risque le plus critique pour la boîte ou pour les utilisateurs. On va essayer de croiser ça avec différentes données. Donc, les vulnérabilités connues émergentes, on va essayer de voir l'impact que ça peut avoir sur les utilisateurs et l'entreprise. On va essayer de voir aussi les motivations que peut avoir un attaquant à venir chercher d'exploiter cette vulnérabilité. Et on va mettre ça face à quelque chose de très simple, c'est ce qu'on appelle la dégradation de l'user experience. Ce qu'il faut savoir, à chaque fois qu'on fait des patchs fonctionnels sur de l'application, on dégrade toujours l'user experience. Ça crée de la friction utilisateur, ça crée potentiellement du perte de business, et ça peut créer aussi des faux positifs et encore plus de friction utilisateur. Donc c'est quelque chose qu'on prend aussi en compte quand on fait un fixe. Et quand on fait un peu notre tambouille de tous ces vecteurs et des risques qu'on a, on arrive à sortir une liste de priorités sur lesquelles on veut travailler. Pour autant, est-ce que c'est suffisant? Dans un monde où, on le voit, hein, on a de plus en plus d'attaques, elles sont de plus en plus coordonnées. Ça ne vient pas forcément d'hackers, ça vient d'utilisateurs qui utilisent l'IA, ça se voit. Aujourd'hui, ça a une pertinence qui est toute relative, mais certaines choses fonctionnent. Les automatisations sont de plus en plus fréquentes. Et c'est compliqué de tenir la charge en restant avec nos outils traditionnels. Et on pense qu'on va être obligé, à un moment donné, voire même immédiatement, de commencer à s'équiper d'agents IA qui vont être, eux, défensifs, non pas offensifs, qui vont nous aider à faire du monitoring continu, qui vont nous aider à faire de la détection des événements et de la réponse automatisée, qui va, par exemple, faire de la reconnaissance de patterns aussi entre différentes vulnérabilités qu'on aurait eues dans notre compagnie, ou même inter-compagnie. À notre sens, on va être obligé de passer par là. On a déjà commencé à travailler sur le sujet, parce qu'on estime que dans les 6 mois à venir, ou en étant optimiste, dans 1 ou 2 années, on va être complètement submergé par le nombre d'attaques. Et si on n'a pas des systèmes un peu automatisés pour y répondre, on va un peu perdre la bataille. Si vous prenez tout ce qu'on vient de vous raconter, on s'aperçoit que la cybersécurité, elle est un peu sortie de nos data centers. Donc la cybersécurité telle qu'on la connaît, elle existe toujours, elle est toujours là, elle est toujours nécessaire. Mais elle a commencé à déborder dans nos vies sociales, en fait. Et autour de vous, je pense que vous avez de plus en plus d'histoires de gens qui se sont fait scammer, piquer de l'argent, la dame qui a discuté avec Brad Pitt et des trucs dans le genre. Ça passe par tout ce qu'on vient de vous raconter. Au-delà du côté qui peut paraître drôle, il y a des fois des gens qui sont très formés, qui se font avoir par des attaques très poussées. On a vu des trucs se faire sur plusieurs mois. Temps de mise en confiance, etc., pour ensuite y aller très fort. Et en fait, on s'est aperçu que notre boulot se rapprochait de plus en plus du boulot d'une autre équipe, qui est chez nous l'équipe de modération, Trust and Safety, mais c'est pour la modération. Nous, on est plutôt à regarder tout ce qui est automatisation, hack, anomalie, exploit, etc. Et côté safety, ils sont plutôt en train de regarder les comportements. Et il s'avère que nous, on commence aussi à regarder les comportements sous un autre angle. Mais globalement, on commence à avoir un travail hyper commun avec eux. Je pense que c'est un usage qui s'applique à bien d'autres contextes que les réseaux sociaux. Ça pourrait marcher, je pense, même dans la banque et l'assurance. Et ils le font déjà un peu pour la fraude. Mais pour nous, la sécurité, c'est devenu un peu le mix des deux, parce que quand on vous parle d'usage détourné, c'est clairement le mix des deux. Et la question à se poser, c'est qui on protège vraiment? Évidemment, on a une fondation de sécurité technique qui vient à protéger notre infrastructure, nos ordinateurs, etc. On a une mission de sensibilisation, parce que nous, chez Yubo, ça fait longtemps qu'on a pris la décision de protéger notre business, évidemment, mais aussi nos utilisateurs. Et donc, par exemple, quand quelqu'un commence à envoyer son adresse ou son numéro de téléphone, avant que le message arrive, il a une petite pop-up. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Donc, la question à vraiment se poser, c'est qui je protège? Et la réalité, je pense que c'est de protéger les deux. Maintenant, dans un contexte, comme Johan vous l'a un peu évoqué à l'instant, il va falloir repenser la sécurité à grande échelle. Parce que oui, vous avez la fondation de votre pyramide, qui est votre cyber, et il y a plein de boîtes qui sont très en retard déjà là-dessus. Par-dessus, il va falloir faire de l'analyse de comportement, et c'est très difficile puisqu'on a une amplification des volumes. Analyser des gros volumes de logs, je pense que vous savez très bien que c'est très difficile, et en plus, ça ne suffit pas toujours. Derrière, il va falloir créer des gens qui savent investiguer, et je peux vous promettre qu'au quotidien, ce n'est pas toujours évident de fouiller dans de la data et essayer de comprendre que quelqu'un a fait quelque chose de bizarre par-dessus quelque chose de normal. Rien que dans ma phrase, je pense que c'est compliqué.
Et en plus, on se met du coup nous-mêmes à devoir avoir des IA défensives pour se protéger des IA qui nous attaquent. Bienvenue dans Matrix. Si vous regardez l'année 2025, c'est l'année record, sans exception, sur les leaks de données dans les grosses boîtes. Alors heureusement, nous, on n'en a pas eu. On serre les doigts, on touche du bois, on est plutôt bien protégé. Mais ça devient normal dans les discussions. Moi, c'est quelque chose que je remarque autour de moi quand on en parle. Ah, il y a Orange qui a leaké de la data. Ah, il y a le gouvernement qui a leaké la base de données des armes à feu. Ah, il y a... C'est devenu commun, ça nous fait plus sursauter. C'est grave en vrai. Est-ce que l'IA est pour quelque chose? On ne sait pas toujours. Il y a des cas oui, il y a des cas on ne sait pas. Dans tous les cas, gardons en tête de qu'est-ce qu'on veut protéger. Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est l'humain qui est derrière? Est-ce que c'est vous en tant qu'employé, etc. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le plus gros vecteur des attaques de boîtes, il s'est fait à travers les employés. Il ne s'est pas fait en frontal sur les infrastructures. Merci à vous.